Bonjour, bienvenue à cette 4e capsule de conseils de rédaction scientifique portant sur la cohérence textuelle. Aujourd'hui, on va parler de la question des transitions. Dans les capsules précédentes, ce qu'on a surtout vu en cohérence textuelle, c'est la question de progression des idées à l'intérieur de nos paragraphes, avec deux stratégies différentes pour corriger certaines maladresses. Mais là, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la cohérence textuelle, mais pour l'ensemble de l'œuvre, donc pour le mémoire ou pour la thèse au complet ou pour un chapitre au complet. Je m'appelle Priscilla Boyer, je suis professeure au département des sciences et d'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Les problèmes qui m'interpellent là, comme directrice, c'est lorsque je reçois des textes d'élèves ou d'étudiants, en fait, et j'ai l'impression, j'ai le chapitre au complet là, sous les yeux, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cohérence à l'intérieur de ce chapitre-là. C'est comme un collage de textes, de petits bouts plus ou moins longs qui sont intéressants en soi, mais il y a comme un effet de courte pointe un peu. Là. Il y a quelque chose qui n'est pas bien lié ensemble. Ça donne parfois même le sentiment que le texte est un peu désincarné, dans le sens où je ne sens pas vraiment la présence de l'auteur ou de l'autrice à l'intérieur du texte. Je ne sens pas que c'est un texte argumentatif. J'ai l'impression qu'on me décrit des choses, qu'on explique des choses, qu'on n'établit pas vraiment de lien entre tout ça. Je ne ressens pas là, ce positionnement-là. Puis ici, je ne parle pas de questions de pronoms. On n'est pas là-dedans. Là. Tout simplement, je n'ai pas l'impression que je lis le texte de quelqu'un en particulier. Ça peut même me donner le sentiment, dans certains cas, que je ne suis pas guidée dans ma lecture. Donc, j'ai rien qui me permet d'anticiper ce qui s'en vient. Et parfois, j'ai l'impression qu'on s'en va dans une direction, puis tout à coup, on part champ gauche, on s'en va totalement ailleurs, je suis déstabilisée comme lecteur. Des fois, je suis obligée de relire 2 fois ou 3 fois le chapitre pour me dire « Attends, je vais essayer de comprendre où est-ce qu'on s'en va. » Donc, c'est à ce type de problème-là que je souhaite apporter une réflexion, en fait, aujourd'hui, plus qu'une stratégie, là, vraiment pour vous aider à réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui accroche, en fait, derrière ça? Bien, souvent, c'est toute la question des zones de transition. C'est quoi une zone de transition? Bien, dans le fond, dans une œuvre qui est conséquente, qui est quand même assez grande comme un mémoire ou une thèse, on peut aller à 250 pages facilement, sinon plus, ou dans un chapitre de 15, 20, 30 pages, bien, forcément, on a des moments où on tisse les liens entre nos grands chapitres, où on tisse nos liens entre nos grandes sections. C'est souvent les zones d'introduction et de conclusion, mais pas nécessairement et exclusivement, mais bon, ce sont des moments vraiment importants où c'est l'occasion de montrer que tout ça, c'est une seule et même œuvre. Donc, que tout ça, ça a une seule et même cohérence. C'est sûr que la question des chapitres et la question des sections sous-sections, c'est régi par des normes. Et parfois sont appliquées, je vous dirais, sans réflexion de la part de l'étudiant. Bon, c'est un découpage en 5 chapitres, ça va être comme ça. Je dois découper mes sections comme si ça doit être... je vais le faire de cette façon-là. Mais en fait, ça a une fonction, ce découpage-là de grands textes, parce que c'est une façon de ponctuer le texte. Imaginez-vous lire 3-4 pages sans aucune ponctuation, ni paragraphe, ni rien. À quel point ça peut être ardu comme lecteur, là, de faire du sens, là, de vraiment dégager le sens du texte. Bien, lire un texte qui n'a pas de chapitre, qui n'a pas de section et de sous-section, surtout si ce n'est pas un roman, un récit narratif chronologique là, où on aurait d'autres éléments pour s'appuyer là, pour pouvoir construire le sens, bien, ça devient vraiment un enjeu. Alors, c'est la même chose pour votre mémoire ou votre thèse. On doit sentir, nous donner le temps comme lecteur, de se construire une image du texte ou une représentation du texte, et ce découpage-là sert ainsi à ponctuer. Les zones de transition, si vous voulez, j'aimerais que vous les réfléchissiez en fonction de 2 éléments importants, parce qu'elles ont une utilité ou une fonction à l'intérieur du texte. Elles ont d'abord la fonction de guider la lecture. Le lecteur, comme je l'expliquais, a besoin d'anticiper ce qui s'en vient. Surtout lorsqu'on est dans un texte scientifique où on cherche à comprendre. Hein, le but, c'est la clarté du message. Donc, j'ai besoin de savoir un peu les balises. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Où est-ce que je m'en vais? Alors, les zones de transition vont servir beaucoup pour guider la lecture de notre lecteur. Mais elles vont aussi beaucoup servir à
à ce que vous preniez position. C'est en fait dans ces moments-là qu'on sent davantage votre présence dans le texte. Puis encore une fois, c'est pas une question de je ou de nous, c'est pas une question de pronom. Mais c'est là qu'on sent pourquoi vous avez placé tel élément avant tel autre. Quel lien vous faites entre telle section et telle autre section? Comment vous articulez tout ça à l'intérieur? Comment vous ramassez vos idées à l'intérieur de votre texte? Donc, c'est là qu'on sent vraiment l'originalité du projet que vous proposez. C'est là que vous prenez le plus la parole. Donc, ce sont des zones à travailler. Malheureusement, en fait, c'est peut-être très normal, c'est vraiment les zones les plus difficiles à maîtriser. Alors, on peut devenir de plus en plus habile en écriture scientifique. J'ai des étudiantes qui sont superbement bonnes, là. Puis avoir encore de la difficulté à établir ces liens entre les différentes sections pour que le texte donne l'impression d'un tout cohérent, qu'on lise le chapitre du début jusqu'à la fin sans arrêt, alors pour que ça coule vraiment bien, que ça soit bien fluide. On va observer ensemble dans les prochaines minutes les chapitres d'une part, donc le découpage en chapitres, puis ensuite, ce qui m'apparaît pour moi encore plus important, toute la question du découpage en sections. Le découpage en chapitres, c'est une tradition. Donc, je pense que ça appartient vraiment à la question des normes implicites assez fortes, peut-être explicites même dans certains cas, où on vous impose dans votre discipline un certain nombre de chapitres. En sciences de l'éducation, par exemple, les thèses qui dérogent de la présence des 5 chapitres classiques sont plutôt rares et exceptionnels. Ce qu'on a, c'est souvent une problématique, un cadrage théorique, qui font partie, dans le fond, des parties introductives d'un projet de recherche. On a évidemment le chapitre de métaux qui parle de la recherche pour la première fois, qui en dit vraiment comment ça va se passer. On est vraiment dans les tâches concrètes, disons. Puis ensuite, on a les chapitres de résultats et discussions qui découlent, qui sont vraiment la suite de la recherche, qu'est-ce que ça a donné, etc. Il y a pourtant d'autres modèles, hein. Il y a pourtant d'autres façons de découper les chapitres. Puis il y a des recherches qui n'accordent pas une importance aussi grande à la présence d'un cadre théorique, parce que le résultat de la recherche va être un cadre théorique, par exemple, ou qui n'accordent pas une importance aussi grande à l'existence d'un problème pour justifier la recherche. Mais disons que, de façon générale, c'est un petit peu la structure qu'on va retrouver. Et tout ça doit donner l'impression d'un tout pour le lecteur, donc qu'il y ait quand même une cohérence, hein? Peu importe, en fait, le découpage en chapitres que vous choisissez de suivre. Donc, il faut donner l'impression que votre œuvre est cohérente. Puis les zones sensibles pour faire ça, c'est quoi? C'est vos introductions de chapitres et vos conclusions de chapitres. Ce sont les moments vraiment où vous établissez des liens avec les chapitres qui précédaient et les chapitres suivants. Certes, un chapitre doit être autonome en lui-même, hein, parce qu'on sait que nos lecteurs sont sélectifs parfois, puis vont juste lire certains passages. Mais tout de même, on doit le sentir, ce lien-là. Donc, mes recommandations, puis vraiment, là, on est dans le personnel ici, si je puis dire, parce qu'il y a toutes sortes de normes, qu'il y a toutes sortes de façons de faire, mais ce que je recommande à mes étudiants pour 2 raisons, pour eux et pour leurs lecteurs, c'est vraiment de prendre le temps d'écrire une introduction à chacun des chapitres de leur mémoire ou de leur thèse, dans lequel on rappelle les éléments importants de la recherche. Parfois, important de revenir sur la question ou sur les objectifs. Donc, on fait un petit rappel pour notre lecteur et on lui permet de comprendre ça va être quoi la structure du chapitre qu'il va lire, donc de quoi va parler le chapitre, comment il est construit, c'est quoi sa logique en fait. Un espèce de plan là, dans le fond du chapitre. Oubliez ça, là, les introductions à l'ancienne, là, comme au secondaire, où vous aviez un sujet amené, un sujet posé, puis un sujet divisé. Là. C'est une construction différente ou une vision différente qu'on a le droit d'avoir là, de l'introduction pour présenter le chapitre. Ce que ça permet, c'est que ça vous oblige à penser votre chapitre comme ayant une structure, parce que vous en résumez les grandes lignes. Donc, c'est intéressant l'introduction pour ça. Souvent, d'ailleurs, on la rédige après avoir rédigé le chapitre. Mais votre lecteur, surtout, lui, ça lui permet d'anticiper ce qui vient. Donc, il n'est pas nécessairement surpris par la lecture. Même s'il a l'impression que vous l'envoyez dans le champ gauche, il sait que, dans le fond, c'est là, fait que c'est peut-être juste une petite maladresse de rédaction, mais il sait où est-ce qu'on s'en va. Donc ça peut vraiment aider votre lecteur.
Évidemment, le chapitre de problématique, c'est un cas particulier, je dirais, parce qu'il n'y a rien avant. Hein? On amorce le projet en tant que tel. Donc, souvent, d'ailleurs, je pense que j'ai fait ça. Je ne suis pas certaine, mais pour ma thèse de doctorat, il me semble que j'ai fait ça comme ça. J'ai commencé la problématique directement avec le texte de problématique. Si j'avais à le refaire aujourd'hui, je prendrais le temps quand même d'avoir une introduction qui simplement guiderait le lecteur dans la suite du texte, donc qui lui donnerait un petit peu accès à mon raisonnement ou à ce qu'il va lire. C'est pas que c'est une erreur là, de le faire ou une maladresse nécessairement, mais disons que ça aide pas le lecteur à comprendre. Alors, dans le cas d'étudiants qui ont de la difficulté avec la rédaction, je vous le recommande fortement là, de prendre soin de vos introductions, y compris l'introduction de la problématique. Une façon simple de la présenter, parce qu'il y a des normes hein, qui suivent ça, donc allez voir là, vos guides de présentation. Là, je ne peux pas représenter toutes les disciplines comme ça, mais si vous êtes un petit peu libre de choisir, c'est la représentation en chapeau, comme on la voit ici. Une représentation en chapeau, ou un chapeau, qu'est-ce que c'est? C'est un petit texte qui résume un texte plus long, qui se présente en haut du texte et qui est représenté vraiment par une interligne simple plutôt que le texte qui est interligne double ou interligne 1.5. En fait, ça permet vraiment d'identifier rapidement que ceci est une introduction et que le vrai texte commence simplement un peu plus loin dans le texte. Donc, c'est une représentation visuelle qui est efficace, je vous dirais. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, allez-y avec la représentation en chapeau, là, ça peut aider. Et vous voyez aussi, ça aussi, ce sont des normes, que le titre n'est pas numéroté, mais que la première section, l'introduction n'est pas numérotée non plus, que la première section, c'est vraiment le corps là, de votre texte de chapitre qui commence. Donc ici, chapitre 3, 3.1, qui est représenté ainsi en dessous de l'introduction. La conclusion du chapitre, ce que j'observe avec les étudiants, c'est qu'elle est souvent absente. D'abord, c'est dur de rédiger une conclusion, puis on a l'impression de répéter tout ce qu'on a dit dans le texte précédent. Mais c'est pas comme ça qu'on doit voir l'introduction. L'introduction, lorsqu'elle est absente, donne l'impression d'une fin abrupte. Moi, quand je lis, je fais « Oh, on vient de me présenter les questions de recherche, point, puis il n'y a plus rien après ça. » J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. On n'a pas ramassé toutes les idées qu'on avait mises à l'intérieur de notre chapitre pour essayer d'aider le lecteur à en retenir l'idée générale. Donc, encore une fois, ça sert pour guider notre lecteur et ça sert aussi pour établir nos liens. T'sais. On montre toutes les idées qu'on a mentionnées dans la problématique ou le cas théorique, on les ramasse ensemble, ça donne un tout un petit peu plus cohérent. Donc, prenez le temps de le faire. Ça peut être court, hein? Ça peut être un paragraphe, mais ça permet de finir en beauté, je dirais, votre chapitre. Ça n'a vraiment pas besoin d'être long. Qu'est-ce qu'on fait? On résume en fait nos idées, on les ramasse, puis on fait un petit lien de rien vers le prochain chapitre en disant que bien là, maintenant qu'on a vu les objectifs de la recherche, on va aller voir un petit peu sur le plan méthodologique comment on va mettre tout ça en œuvre. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, introduction et conclusion de chapitre, vous voyez que ça sert beaucoup pour guider le lecteur, je dirais, pour ramasser un peu vos idées. Les sections et les sous-sections, là, je suis plus sévère. En fait, ici, c'est vraiment des problèmes de rédaction qu'on peut observer, des choses qui nuisent à la qualité d'un projet lorsque c'est mal géré, les liens entre les sections et les sous-sections. Pourquoi? Bien, en fait, c'est vraiment dans le corps de votre texte, vous avez décidé de placer des éléments avant d'autres. Hein? L'écriture, c'est linéaire. On ne peut pas mettre toutes les idées en même temps. Ce n'est pas comme une carte conceptuelle où on présente plein d'éléments puis on le visualise tout en même temps sur une carte. Là. C'est linéaire. Donc, on aborde un premier aspect, un deuxième aspect, un troisième aspect. Il y a une raison à cet ordre et à cette hiérarchie des idées. Et cette raison-là, ce n'est pas au lecteur à le deviner, c'est à vous à l'expliciter. C'est là que vous parlez, c'est là que vous expliquez, en fait, le raisonnement que vous avez suivi et le chemin intellectuel que vous voulez que votre lecteur suive. Donc, ce sont des zones fragiles. Les conclusions et les introductions de sections et de sous-sections, il faut porter attention à ça. Lorsque le travail est bien fait, on lit le chapitre d'un couvert à l'autre sans problème. Quand le travail accroche, bien, on a l'impression qu'on a des petits bouts de texte, mais on ne comprend pas trop pourquoi tel petit bout de texte est placé avant tel autre.
quelques recommandations autour de la question des sections et des sous-sections. Lorsque vous commencez une section qui a plusieurs sous-sections à l'intérieur, OK? Prenez le temps d'expliquer le fonctionnement de votre section. Puis n'hésitez pas à utiliser dans cette section-là, c'est pas grave, OK? Un jour, vous serez plus habile et vous trouverez une façon de formuler ça autrement que aussi explicitement que ça. Mais pour commencer, allez-y franchement. Dans cette section, sur le sentiment d'auto-efficacité, il sera question des causes du sentiment d'auto-efficacité, de l'effet de sentiment d'auto-efficacité sur les élèves et nous terminerons sur des pistes d'intervention en classe. Donc, en faisant ça, mon lecteur, il anticipe. Je vais d'abord voir les causes, je vais voir les effets, je vais avoir des pistes d'intervention en classe. C'est ça que je suis censée retrouver. Ça aide aussi le scripteur parce que lui, ça vous aide à bien découper votre texte puis à organiser l'information là, à l'intérieur de votre texte. Donc, prenez le temps d'introduire vos grandes sections de cette façon-là. Et surtout, évitez ça. Évitez de commencer une section qui inclut plusieurs sous-sections et de laisser ça vide. C'est des sous-titres orphelins, dans le fond. Ici, on a un 2.1 qui est présenté. J'ai aucun texte et j'ai tout de suite 2.1.1 qui part. Donc, c'est une maladresse, pas dramatique, mais prenez le temps, même si c'est une phrase ou deux, d'indiquer de quoi sera fait et constituer cette sous-section-là, cette section-là. Ça va permettre à votre lecteur de pouvoir voir l'articulation du texte, comment vous l'avez pensé au niveau de la gestion de vos sections, puis de l'ordre de vos arguments. Lorsque vous devez conclure une section, là aussi, il faut prendre soin parce que là, c'est souvent là qu'on argumente, en fait. Dans la conclusion de section, là, on guide moins le lecteur qu'on est en train d'argumenter parce que c'est l'occasion d'expliquer quel lien on fait avec la section précédente puis la suivante. On vient d'expliquer telle chose, il nous manque une information, donc dans la prochaine section, il en sera question, tout simplement, et la prochaine section, c'est exactement la nouvelle information qui manquait, qui est présentée de cette façon. Donc, on montre comme ça l'espèce de petit lien qu'il y a entre les deux. Et lorsque votre section était très, très longue, là, quand même quelques pages, ça vaut la peine de ramasser vos idées dans une conclusion. Donc, de vraiment dire, voici, lecteur, ce que tu dois retenir de tout ce blabla que je viens de te faire sur, je ne sais pas moi, l'agir communicationnel. Donc, je t'ai expliqué plein de choses, puis voici ce qu'on doit en retenir. Puis l'agir communicationnel, ça va me servir à quoi? Ça va me servir à... Et là, on introduit la section suivante. Donc, ça vaut la peine là, quand c'est un petit peu plus... Quand c'est court, c'est peut-être moins pertinent parce que le lecteur a encore en tête les idées, mais quand c'est un petit peu plus long, on l'aide. Hein? Puis plus vous allez aider votre lecteur, plus il va être conciliant. Et comme votre lecteur est souvent votre évaluateur, ça vaut la peine pour cette raison-là. Mais ça vaut aussi la peine, même s'il ne vous évalue pas, parce qu'il va mieux comprendre votre projet. Vous n'êtes pas en train de construire une œuvre d'art, là. Vous êtes en train de construire un texte scientifique qui doit être compris de votre lecteur. Donc, c'est important la clarté du propos, puis je pense que le soin qu'on porte à nos transitions y est pour beaucoup. Alors, si je pouvais conclure cette capsule-là sur la question des transitions, je reviens sur ce que je présentais au début. C'est vrai qu'il y a beaucoup de normes, des normes qui ne sont pas toujours explicites, qui sont plutôt implicites, le découpage en chapitres, qu'est-ce que doit contenir une problématique, etc. Il y a des traditions qui sont différentes d'une discipline à l'autre, mais à l'origine, ce que moi je veux que vous réussissiez à faire, c'est pas d'appliquer aveuglément ces normes ou ces traditions-là, mais plutôt de comprendre, en fait, d'en avoir un usage réfléchi, peut-être même de remettre en question certains éléments à la lumière de votre projet, mais surtout d'en avoir un usage réfléchi. Pourquoi on fait une introduction, une conclusion? C'est pas parce que ça n'en prend une. C'est parce que ça a une utilité, ça sert pour guider notre lecteur et ça sert aussi pour prendre position, clarifier notre argumentaire, établir clairement les liens qu'on fait entre nos différentes sections. Ce sont des moments clés. Puis je vous dirais, un étudiant qui réussit à les maîtriser, c'est un étudiant qui a maîtrisé l'écriture scientifique. Pour moi, ça, c'est un degré élevé de compréhension de ce que c'est l'écriture scientifique. Donc, norme, c'est une chose, usage réfléchi, à mon avis, c'est ce qu'on doit viser lorsqu'on est en train d'écrire. Puis c'est peut-être comme ça aussi qu'un jour, vous pourrez guider vous-même vos propres étudiants dans la rédaction scientifique.
Donc, je pense que ça conclut cette capsule. Si jamais vous avez des idées de sujets à propos de rédaction scientifique, des enjeux là, qui vous interpellent, que je n'ai pas traités ou que j'ai survolés dans le cadre des capsules, bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut nous donner des idées, puis on va peut-être, qui sait, se servir de vos idées pour concevoir de nouvelles capsules. Merci, bonne journée.